Bonjour et bienvenue sur Apprendre par le jeu. Je suis Christophe et je reçois aujourd'hui Olivier Roland qui va nous parler de sa vision de l'école et des apprentissages en général. Bonjour Olivier, est-ce que tu peux rapidement te présenter pour nos internautes? Écoute, moi ça fait presque 20 ans que je suis entrepreneur puisque j'ai arrêté l'école à 18 ans pour créer ma première boîte dans l'informatique. J'aime bien dire que j'ai un bac-2. Et voilà, aujourd'hui je suis à la tête d'une entreprise dans laquelle j'aime bien dire que je suis prof de liberté. J'enseigne aux entrepreneurs, aux aspirants entrepreneurs à créer, développer une entreprise qui est au service de leur vie plutôt que leur vie soit au service de leur entreprise. Et je parle en connaissance de cause puisque voilà, ma première boîte c'est une aventure extraordinaire, mais au bout de quelques années j'en ai eu assez d'avoir le rythme de vie classique de l'entrepreneur, c'est-à-dire de travailler 60-70 heures par semaine. Et je me suis rendu compte quand j'ai voulu avoir un meilleur équilibre entre ma vie pro et perso qu'en fait cette boîte que j'avais créée pour devenir libre, c'était devenu une prison parce que voilà, c'était ma seule source de revenus. Je ne voyais pas comment la vendre, je ne voyais pas comment diminuer le temps de travail dans cette boîte sans que je mette en péril la rentabilité. En tant que gérant d'entreprise en France, je n'avais pas le chômage, je ne voyais pas comment l'arrêter. Donc, waouh, je me suis dit, c'est fou. J'ai créé cette boîte pour devenir libre et en fait, je me suis créé ma propre prison. Et je me suis mis en quête comme ça de solutions pendant plusieurs années que j'ai fini par trouver et aujourd'hui, que j'ai mis en pratique dans ma boîte, c'est ce que j'enseigne parmi d'autres choses. Et je suis aussi donc l'auteur de ce livre, Tout le monde n'a pas eu la chance de rater ses études, qui a deux grandes parties. Donc, une première partie, une critique du système éducatif et de comment faire pour contourner les limites du système par soi-même, pour apprendre efficacement tout au long de sa vie et devenir une meilleure personne, une meilleure version de soi-même. Et puis la deuxième partie, c'est justement comment créer une entreprise au service de sa vie. Alors justement, tu fais un constat assez amer par rapport à l'école et par rapport à l'instruction qui y est enseignée. Est-ce que tu peux là aussi nous résumer un petit peu les constats que tu fais par rapport à l'école et par rapport aux apprentissages? Oui, écoute, donc la première partie, c'est vraiment une critique du système. Alors attention, déjà, je nuance tout ce que je vais dire à l'avance. Je ne suis pas en train de dire que tout est acheté dans le système éducatif, bien sûr que non, et que tout est noir ou blanc, bien sûr que non. Par contre, ce que je dis déjà, c'est que le système éducatif est trop souvent vu comme une vache sacrée intouchable qu'on n'a pas le droit de critiquer, alors que c'est un système humain et que comme tous les systèmes humains, il est imparfait et donc critiquable et améliorable. Ensuite, il y a des gros problèmes avec le système éducatif aujourd'hui, que ce soit en francophonie ou ailleurs. Je me suis avant tout intéressé à la francophonie occidentale, donc France, Québec, Suisse, Belgique, etc. Mais finalement, cette critique, elle est valable pour la plupart des pays occidentaux modernes, puisqu'ils ont tous implémenté leur système éducatif à peu près au même moment, à peu près avec la même vision. Donc la première critique forte que je fais du système, c'est que ce n'est pas un système qui est conçu pour certaines catégories de la population et notamment une catégorie que j'appelle les rebelles intelligents. Donc qu'est-ce que c'est qu'un rebelle intelligent? C'est quelqu'un qui peut extérieurement avoir tous les signes de succès, qui peut avoir un beau diplôme, un bon job, une belle voiture, une belle maison, une belle famille, tout ce que tu veux, mais qui ressent au fond de lui que c'est pas suffisant, c'est pas comme ça qu'il va s'épanouir. Et que même s'il suit à fond le credo qu'on lui a dit, à savoir passe le plus gros diplôme possible et puis trouve un bon boulot et monte dans les échelons de ta carrière, fais du métro boulot dodo pendant 40 ans et puis éventuellement tu pourras profiter de ta vie à la retraite, que c'est pas suffisant, qu'il manque un truc. Et il y a cette petite voix, tu vois, qui crie au fond de lui et qui lui dit que c'est pas comme ça qu'il va se réaliser. Et souvent, en fait, pour le rebelle intelligent, la réalisation, ça passe par la création. Donc ça peut être la création artistique, comme écrire un livre, écrire une pièce de théâtre, la création de sa propre aventure, comme faire le tour du monde pendant 1 an, ou la création de son entreprise, par exemple. Dans tous les cas, ça passe par la création de sa propre aventure, l'exploration de nouveaux chemins et voilà, le fait de créer sa propre vie, en fait. Et le problème, c'est que le système éducatif n'est pas du tout conçu pour les gens comme ça. Pourquoi? Parce que en France, le système éducatif a été mis en place par Jules Ferry, comme tout le monde sait, en 1884 ou 86, bon, je ne sais plus, dans ces eaux-là. Et il a été conçu dans un but précis. C'était de fournir à la société industrielle de l'époque des citoyens qui avaient l'éducation nécessaire pour être productifs dans une société industrialisée. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on voulait que le système produise des bons employés, des bons ouvriers, des bons soldats. Avec aussi quelque chose de très important,
une obéissance à l'autorité. Et c'est pour ça que tu vois que l'école telle qu'elle était organisée au début, et ça, il y a beaucoup de choses qui sont restées comme ça, c'est le maître sur son estrade comme l'autorité de la salle, qui d'ailleurs à cette époque avait aussi le pouvoir de faire d'infliger des punitions corporelles, jusqu'il n'y a pas si longtemps d'ailleurs, mes parents ont vécu ça, qui était donc le dépositaire du savoir, le dépositaire de l'autorité, et l'école organisée d'une manière similaire à l'usine, avec par exemple des sonneries pour dire le début ou la fin des cours. Et il faut se rendre compte que quand le système a été mis en place à la fin du XIXe siècle, ça faisait pas si longtemps qu'il y avait eu des révoltes sanglantes. La Commune de Paris, c'est 1870. C'est 14 ans avant Jules Ferry que Jules Ferry mette en place le truc. C'était encore présent dans tous les esprits. D'accord ? C'est aussi frais pour nous que la Deuxième Guerre d'Irak. Hein, tout le monde avait ça dans la tête. Donc, et c'était quoi la Commune de Paris? C'était une révolte communiste populaire du peuple de Paris qui s'est révolté contre les dirigeants. Et donc, ça faisait peur à l'époque. On ne voulait pas de gens qui soient trop autonomes, qui pensent par eux-mêmes, qui sortent des sentiers battus. Non, on voulait qu'il y ait des gens qui rentraient dans les normes, dans les moules, et qui soient productifs dans une société industrialisée. Et ça inclut, donc tu vois, tout ça, c'était vraiment le concept de base. Et ça, tout le reste en a découlé, la manière de s'organiser, de la philosophie, les objectifs, etc. Alors évidemment, les choses ont évolué depuis. Donc, par exemple, les profs ne peuvent plus donner de punitions corporelles, mais il y a encore énormément de choses qui ont persisté, qui se sont transmises génération en génération pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'il y a plein de choses finalement qui étaient tellement inhérentes à l'époque que c'était conçu comme étant évident alors que ça ne l'est plus aujourd'hui, mais c'est resté dans l'inconscient. Enfin, c'est une valeur qui est non dite, donc du coup, qui se transmet de manière inconsciente de génération en génération. Il y a une inertie, il y a une absence de remise en cause parfois, etc., etc. Donc, quand vous êtes rebelle, iconoclaste, créatif, que vous êtes quelqu'un qui brise le statu quo pour créer des nouvelles choses, l'école n'est pas faite pour vous. Elle n'a pas été conçue pour quelqu'un comme vous. Elle a été conçue peut-être par défaut, si ce n'est volontairement, mais probablement plus par défaut, plus pour vous étouffer. Enfin, disons que ça vous étouffe, quoi. Et c'est important d'en avoir conscience et de comprendre que voilà, c'est pas parce que vous n'êtes pas bien dans le système qu'il y a un problème avec vous. Okay, c'est juste que vous n'êtes pas fait pour le système, enfin, le système n'est pas fait pour vous, et à vous de vous créer votre propre système. Et c'est une chance énorme, c'est aussi un des messages que j'essaie de faire passer dans le livre, d'être un rebelle intelligent, à condition de déjà de comprendre que déjà vous n'êtes pas tout seul, ça c'est important, vous n'êtes pas tout seul, qu'il y a d'autres personnes comme vous, alors que vous n'êtes pas la majorité, mais on est une minorité quand même visible et qui agit. Et c'est une chance extraordinaire parce que vous pouvez créer des choses qui peuvent paraître inimaginables à la plupart des autres gens, parce que si vous arrivez à utiliser vos forces et les caractéristiques qui font de vous un rebelle intelligent de manière intéressante, pertinente, avec des bonnes stratégies, des bonnes méthodes. Surtout que tu expliques que c'était presque une chance de ne pas avoir fait d'études et que c'est ce qui t'a justement permis d'entreprendre très tôt. Oui, alors je ne suis pas non plus en train de dire que je ne recommande pas aux gens de forcément arrêter leurs études, et mon but c'est pas du tout de faire regretter aux gens qui ont passé un diplôme de l'avoir fait, hein, c'est pas mon propos. Non, alors oui, je pense que pour moi c'était une chance. Alors c'est une chance que je me suis créée puisque j'ai décidé délibérément d'arrêter l'école pour créer ma première boîte. Après, est-ce que c'est quelque chose que je vais recommander aux gens? Non, clairement pas. Je pense que voilà, de manière générale, c'est quand même mieux d'avoir son bac. Moi j'ai un bac -2, j'aime bien dire ça, bac -2, voilà. Mais on peut prendre des risques modérés, toujours ce que j'ai fait, j'ai pris des risques mesurés. Et j'avais d'abord fait un test alors que j'étais encore étudiant pour voir si mon projet intéressait les gens et j'avais eu des clients, donc clairement j'ai vu que c'était intéressant. Et voilà. Mais ça peut être une chance, oui, clairement, ça peut l'être. Pour moi, ça l'a été. Je pense que pour la plupart des rebelles intelligents, l'école n'est pas indispensable, ce qui ne veut pas dire qu'elle ne peut pas être utile, hein, voilà. Mais tu vois, c'est une des choses que je dis dans le livre. Toutes les études montrent que plus tu as un diplôme important et moins tu as de chances de te retrouver au chômage et plus ton salaire moyen va être élevé. Donc ça, c'est clair, c'est absolument incontestable. Ce sont les faits. Et voilà, je cite toutes ces études dans mon livre. Hein. C'est appuyé par plus de 400 études scientifiques. Mais bon, déjà, ce n'est pas parce que vous avez moins de chances d'être au chômage et que vous avez un salaire un peu supérieur à la moyenne que c'est une garantie que vous allez être heureux, que vous allez vous épanouir, que vous allez vivre une vie qui vaut la peine d'être vécue. Ça ne veut rien dire, c'est juste complètement décorrélé en fait. Et au-delà de ça, il y a un paramètre dont on ne parle jamais qui est le retour sur investissement. Parce que on vous a jamais parlé de ça.
si vous mettez 5 ans pour avoir un bac plus 5 plutôt que de, je sais pas moi, vous lancer dans la vie active directement après le bac ou même après un bac plus 2. Allez, on va dire bac plus 2. Si vous avez passé 3 ans de plus sur les bancs de l'école pour avoir votre diplôme bac plus 5, bah, ça fait 3 ans pendant lesquels vous n'avez pas gagné d'argent. D'accord ? Vous n'avez pas eu de métier. Donc, c'est déjà un coût, une coût d'opportunité absolument énorme. On peut rajouter à ça le coût d'opportunité si vous aviez commencé à investir de manière intelligente. Alors, la plupart des gens ne vont pas investir de manière intelligente, mais mon livre ne s'adresse pas à tout le monde. Mon livre s'adresse aux rebelles intelligents qui probablement peuvent apprendre à investir intelligemment. Une autre critique, et entre parenthèses, que je fais au système scolaire, c'est qu'on peut t'apprendre des trucs géniaux sur la princesse de Clèves. Par contre, on ne va jamais t'apprendre à gérer tes finances. Tu vois, un exemple de décorrélation entre les objectifs de la société et les besoins, les objectifs du système scolaire et les besoins de la société. Tu as plus d'1 million de Français qui sont en situation de surendettement aujourd'hui. Peut-être qu'il y en aurait un petit peu moins si on enseignait aux enfants ou aux adolescents à gérer leur budget, tu vois, et à savoir investir de manière intelligente et tout ça. Donc, je donne quelques pistes aussi dans le bouquin. Donc, tu as ce coût d'opportunité, pas de salaire, du coup, tu ne peux pas investir, aussi d'expérience. Et puis après, tu as le coût directement des études. Voilà, il faut te loger, il faut payer les études pendant tout ce temps-là. Donc, tout ça, ça a un coût qui, en plus, avec les années, va devenir exponentiel avec les intérêts composés. Donc, quand tu regardes finalement, c'est vrai que tu as un salaire supérieur de manière générale, c'est clair. Mais quand tu regardes, est-ce que ça vaut le coup ? Ben oui, ça vaut le coup, mais à quel niveau? Et je donne plusieurs chiffres, tu vois. Alors la première édition, c'est intéressant parce que il y avait l'étude de 2009 de l'OCDE qui montrait qu'en fait, il y avait un rendement négatif des diplômes du supérieur par rapport aux diplômes d'avant, notamment pour les femmes, parce que justement, les écarts de salaire étaient trop forts. Après, ça fluctue en fonction de plein de paramètres. Donc on va dire que oui, grosso modo, ça va être rentable, mais typiquement, ça va vous faire gagner 200 000 euros sur une vie. 300 000 euros de passer un bac plus 5 plutôt que de passer un bac plus 2. Donc, est-ce que ça vaut le coup? Chacun se décide, mais je peux vous dire que c'est pas si compliqué quand on est entrepreneur de faire 200 ou 300 000 euros de plus quand on sait ce qu'on fait. Mais oui, mais du coup, est-ce que c'est pas aussi le fait que ces gens qui gagnent un peu plus d'argent, ça va pas du fait qu'ils sont plus intelligents, plus travailleurs et plus adaptés au marché du travail que les autres? Tu vois? Et honnêtement, on ne peut pas savoir. C'est très compliqué de faire une étude là-dessus parce qu'on ne peut pas isoler trop les variables. Mais je veux dire, la question mérite d'être posée. Cette question, on la voit nulle part. Quand vous avez un diplôme comme un MBA ou un gros diplôme dans l'enseignement supérieur dans tous les cas, vous gagnez aussi plus d'argent et vous êtes moins au chômage parce que vous avez démontré que vous êtes un esclave volontaire corvéable à merci. Vous avez typiquement travaillé comme un taré pendant des années pour avoir ce diplôme. Alors pas tous, mais voilà, quand vous avez un MBA, c'est clair. Vous sacrifiez vos soirées, vos week-ends. Ceux qui font prépa, c'est la même chose. Donc vous avez montré que vous acceptez le système et que vous êtes un bon ouvrier du système. Et ça, les employeurs, ils aiment bien. Donc il faut aussi se rendre compte de ça. Est-ce que tu voudrais bien, en exclusivité aujourd'hui, nous parler un petit peu de ton parcours scolaire, c'est-à-dire de la maternelle à l'école primaire et un petit peu ensuite? Écoute, non, mais alors c'est ça qui est drôle, c'est que j'étais un très bon élève jusqu'à peu près la 5e. Donc, alors maternelle, primaire, collège, j'ai pas grand-chose à raconter. Peut-être juste une anecdote rigolote. En CM2, donc t'as quel âge en CM2? Tu dois avoir 10 ans, non? Un truc comme ça? Ouais, 10 ans, ouais. À 10 ans, j'ai eu le seul cours d'astronomie de toute ma carrière d'écolier. On n'en parle jamais de l'astronomie à l'école. Et c'est incroyable. Alors moi, mais le truc, j'étais passionné par l'astronomie depuis déjà des années et je voulais devenir astronaute. Et donc j'avais appris beaucoup de choses dessus. Et par pur hasard, tu vois, alors la maîtresse, ça fait drôle de dire ça, la prof distribue un papier sans aucune mention, avec une représentation du système solaire. Et par pur hasard, elle me demande à moi, elle dit Olivier, qu'est-ce que ça représente? Et moi je lui dis c'est le système solaire. Donc là il y a Mercure, Vénus, la Terre, Mars, Jupiter, Saturne, tu vois, je sais toutes les planètes dans l'ordre. Et là elle hallucine, tu vois. Et elle commence à me poser des questions et je réponds à tout et elle se rend compte que j'en sais plus qu'elle en fait. Et elle a fait un truc extraordinaire et je la remercierai jamais assez. Elle m'a fait faire cours à sa place. Génial. Et ça c'était extraordinaire. Ah mais c'était une super expérience. Et tu sais quoi? Elle m'a même fait faire une interrogation. C'est moi qui ai fait l'interrogation pour les autres. Alors, en sachant qu'elle était en backup parce que j'étais beaucoup trop dur avec les autres. Forcément, c'est pas parce que tu maîtrises un sujet que tu es un bon pédagogue. Et à l'époque, je savais pas comment enseigner, tu vois. Mais j'ai quand même fait une interrogation et j'ai donné des corrections, tu vois.
Elle a fait une interro aussi et elle a corrigé et tout le monde a pu choisir la note qu'il voulait. C'était pratique. Mais voilà, c'était intéressant. Tu vois, donc très jeune aussi, j'ai su apprendre des choses qui… Tout ça en dehors de l'école. Oui, voilà, j'ai su apprendre des choses dans les choses qui me passionnaient et je me suis rendu compte que voilà, des fois, j'avais des compétences plus importantes que mes profs. Alors, tu vois, j'avais 10 ans, quoi. Alors, justement, quelles seraient les facultés et les capacités qu'il faudrait arriver à développer chez l'enfant? Eh bien, écoute, c'est justement toutes ces choses que l'école fait un mauvais job aujourd'hui à faire. Alors déjà, première chose, on peut passer 20 ans de sa vie sur les bancs de l'école ou plus, on ne nous apprend jamais à apprendre. Comment t'expliques ça? C'est aberrant, c'est juste aberrant. Pendant 20 ans, on doit apprendre des trucs, on ne nous explique pas les meilleures manières d'apprendre. C'est juste incompréhensible. Enfin, c'est complètement, c'est n'importe quoi, soyons très clairs. Aujourd'hui, en plus, et l'école fait un très 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 mauvais job pour dire, et encore s'il fait même un job, parce qu'en fait, l'école ne fait pas grand-chose, pour intégrer les découvertes des neurosciences sur les meilleures manières d'apprendre dans sa pédagogie. C'est fou. Je cite dans mon livre justement une étude américaine de 1986 au titre évocateur qui disait quelque chose comme la répétition espacée, une analyse du système scolaire, de l'échec du système scolaire à l'implémenter. Et la répétition espacée, ça fait des décennies que c'est prouvé comme étant beaucoup plus efficace que la méthode de l'école pour apprendre. Ça fait depuis les années 30 qu'on s'intéresse à ça. En 86, déjà, les scientifiques se disaient « mais qu'est-ce qui se passe ?» 30 ans après, on en est au même point. Et c'est juste un exemple parmi d'autres. L'école n'intègre pas les découvertes neuroscientifiques. C'est dingue, c'est fou. C'est pareil, une inertie, enfin bref. Et donc, c'est important, je pense déjà, première chose à enseigner aux enfants, savoir apprendre efficacement. Et n'attends pas que le système scolaire se réforme parce qu'il va mettre des décennies à se réformer s'il se réforme et d'ici là, ton enfant il sera à la retraite et puis de toute façon, la société aura évolué tellement vite que le système aura toujours un train de retard. Donc déjà ça. Ensuite, encourager la créativité, le fait de remettre en cause le statu quo, de penser en dehors de la boîte. Tu vois, Montessori, pour le coup, fait un très bon job pour ça. Ils ont des tas d'ateliers créatifs, de choses où ils stimulent l'intellect. Aujourd'hui, toute l'école est encore conçue pour une époque où c'était important d'apprendre par cœur. Aujourd'hui, à quoi ça sert quand tu peux avoir la réponse à toutes tes questions en quelques secondes avec ton smartphone? Franchement, avec n'importe qui avec ton smartphone, avec son smartphone peut avoir une meilleure réponse à un QCM qu'un prof qui a tout appris par cœur. Donc, faut arrêter au bout d'un moment. Ce qui est important aujourd'hui, et le CDE le dit d'ailleurs, hein, je ne suis pas le seul à le dire, bien sûr que non, on est très nombreux à dire ça. Ce qui va compter, ce qui compte de plus en plus, c'est plus l'apprentissage par cœur, ni l'obéissance à l'autorité, tout ça, c'est la capacité d'apprendre par soi-même, l'autonomie, la créativité, la capacité de réfléchir en dehors des sentiers battus, de penser en dehors de la boîte, etc. etc. Parce qu'il faut bien se rendre compte de ça. Comment l'école prétend pouvoir donner aux enfants les connaissances nécessaires pour être productifs et vivre une vie épanouie dans la société dans laquelle ils seront. Sauf que entre un enfant qui rentre maintenant à 3 ans dans le système scolaire, il va peut-être en sortir dans 20 ou 25 ans. Qui peut prédire comment sera la société dans 20 ou 25 ans? C'est juste impossible. Regarde les chamboulements incroyables qu'il y a eu en 25 ans avec l'arrivée d'Internet. C'est fou. Et en 40 ans avec l'arrivée de l'informatique personnelle. Ça a juste complètement changé les industries entières et toute la face de notre société. La vérité, c'est qu'on peut garantir à personne qu'un métier existera encore dans 30 ans. Et que probablement, s'il existera toujours, il sera profondément chamboulé par l'éruption de nouvelles technologies. Donc comment l'école peut-elle prétendre donner le savoir nécessaire aux enfants pour qu'ils soient productifs et épanouis dans une société comme ça? C'est impossible. Donc ce qu'il faut en fait, c'est partir dès le départ de cette notion que c'est impossible et au contraire les encourager, leur donner la trousse à outils, la philosophie pour qu'ils soient autonomes, créatifs par eux-mêmes, qu'ils aient le goût d'apprendre par eux-mêmes, le goût d'apprendre tout au long de leur vie et qu'ils savent le faire de manière efficace. Et ça, l'école fait un extraordinaire mauvais job pour ça aujourd'hui. Tu as tellement de gens qui sortent du système scolaire avec un diplôme en poche et qui pensent plus ou moins consciemment que c'est bon, ils n'auront plus jamais besoin d'apprendre quoi que ce soit. Quelle erreur dramatique! Quelle erreur dramatique! Parce que voilà, la société évolue tellement vite, si toi tu n'évolues pas avec elle, tu vas te faire larguer au bout d'un moment. Tu vas te réveiller un jour et tu vas te rendre compte que ton boulot, il n'existe plus parce que tu as une start-up à l'autre bout de la planète qui a inventé un modèle qui fait que tu es devenu obsolète. Et toi, tu n'as rien vu venir. Et tu vas faire partie de tous les gens qui défilent dans la rue pour défendre un métier qui n'existe déjà plus.
ou qui va disparaître trop vite, tu vois. Donc il faut avoir cette flexibilité de pouvoir te réadapter en permanence et apprendre en permanence parce que ça va devenir une compétence, et ça l'est déjà, mais ça va devenir de plus en plus une compétence indispensable au XXIe siècle. Quelles sont les compétences qui ne sont pas toujours mises en avant ni apprises à l'école et qui devraient être au contraire enseignées? Toutes celles que je viens de dire déjà. Et tu vois, il y a un excellent, je cite un excellent exemple qui est donné par, comment il s'appelle, Sir Ken Robinson, qui a fait une des présentations TED les plus vues de la plateforme, hein, c'est plusieurs dizaines de millions de vues, et qui explique justement pourquoi l'école tue la créativité. Et il donne l'exemple je crois qu'elle s'appelait Jan Dilling, si je ne me rappelle pas. Alors, je me dis peut-être des bêtises, mais tout est dans le bouquin ou sur la présentation TED de Sir Ken Robinson. Et il dit, voilà, on a cet exemple de cette jeune fille, enfin cet enfant, qui se retrouvait à l'école avec vraiment des mauvaises notes, qui n'arrivait pas à se concentrer. Elle était complètement dépassée et ses professeurs pensaient que c'était une cancre, tu vois, une cancre. Et ils se disaient, je sais pas, elle va finir, je sais pas. On ne sait pas dans quoi elle va finir, mais ça ne va pas bien se terminer. Et en fait, elle a découvert la danse et elle a découvert qu'elle adorait la danse, qu'elle était très bonne dans la danse et elle s'épanouit là-dedans. Et c'est devenu une des plus célèbres danseuses du monde, très connue et voilà. Et il a dit, imagine ce qui serait passé si elle n'avait jamais rencontré la danse dans sa vie, quoi. Qu'est-ce qui serait passé? On retrouve cette soi-disant citation d'Einstein, honnêtement, je n'ai pas vérifié, parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on attribue à Einstein alors qu'il ne les a jamais dit. Mais bon, bref, en tout cas, la citation d'Einstein, elle est intéressante. C'est que si tu estimes la capacité d'un poisson à grimper à un arbre, forcément, tu vas penser que c'est un zéro, tu vois. Alors que voilà, un poisson, c'est pas sa capacité. Sa capacité, c'est de nager dans l'eau de manière fluide, tu vois. Et inversement, si tu prends, j'en sais rien moi, un singe et que tu le fous dans l'eau, tu vois. Bon, donc voilà, c'est ça aussi le problème de l'école, c'est que elle se concentre sur certaines compétences, mais qui ne sont pas celles de tout le monde. Comme le dit Ken Robinson dans sa conférence, voilà, le problème c'est que le système éducatif a été créé par des gens qui ont un rapport au corps qui est très différent de celui qu'ont les sportifs, les artistes qui performent au niveau corporel, etc. Il dit, voilà, pour les gens, pour les universitaires qui créent le système, leur corps c'est juste un moyen de se déplacer dans les salles de conférence, tu vois. Déplacer leur tête dans les salles de conférence, c'est tout. Alors que pour une danseuse ou un acrobate ou un sportif de haut niveau, ça n'a rien à voir. Donc, il faut aussi se rendre compte de ça. Et pareil, voilà, quand tu es entrepreneur, les universitaires qui conçoivent l'évolution du système éducatif sont en général pas du tout entrepreneurs. C'est même plutôt contradictoire à l'entrepreneuriat. Donc, ils n'ont pas trop cette vision de qu'est-ce qui peut être intéressant pour les entrepreneurs, tu vois. Donc, il faut bien comprendre que comme pour tout système humain, ça a été créé par des humains avec leur propre vision des choses et que comme pour toute vision, elle a ses faiblesses inhérentes parce que chacun a ses angles morts, chacun a ses biais intellectuels et émotionnels et que le système ne peut pas être universel, quoi. Il ne peut pas s'adapter à tout le monde en fait. Tu disais qu'une des grosses lacunes, c'est qu'on n'apprend pas à apprendre. Dans ton livre, tu donnes quelques pistes qui permettent d'améliorer. Voilà, Donc, quelles sont tes pistes pour apprendre à apprendre ? Il y en a pas mal. Déjà, il y a ce que j'ai mentionné tout à l'heure, la répétition espacée. C'est de la base, j'ai envie de dire. C'est tellement prouvé et reprouvé que c'est plus efficace que le reste que c'est un crime de ne pas l'utiliser aujourd'hui. Surtout qu'aujourd'hui, on a des logiciels fantastiques qui t'automatisent le truc. Donc, c'est magnifique. Alors, qu'est-ce que c'est le concept ? Je vais donner un exemple concret avec comment j'apprends le portugais avec une application qui s'appelle Mosalingua, avec un S, Mosa. En fait, voilà, donc j'ouvre le logiciel, il va me présenter une carte avec un mot ou une phrase en français. J'en sais rien, il va dire par exemple l'oncle. Okay, et moi, je vais devoir me rappeler du mot en portugais. Donc je vais le dire tout haut, je vais dire l'oncle au sogro. C'est comme ça qu'on dit en portugais. Je vais retourner la carte et là, je vais avoir 4 choix. Je vais pouvoir cliquer sur parfait, bien, difficile ou revoir. Et donc déjà ce qui va se passer, c'est qu'en fonction de où je clique, le logiciel va me montrer la carte à un moment, va me remontrer la carte à un moment différent. Si je clique sur parfait, il va peut-être me la remontrer dans un mois. Si je clique sur bien, il va me la remontrer dans une semaine. Si je clique sur revoir, il va me la remontrer demain. Si je clique sur difficile, il va me la remontrer aujourd'hui. Donc déjà, premier effet qui se coule, très vite, tu te mets à réviser régulièrement que ce que tu as du mal à apprendre. C'est génial, c'est très efficace.
Ensuite, deuxième effet qui se coule, c'est que le logiciel calcule le meilleur moment pour te le remontrer et que c'est basé sur ce qu'on appelle la courbe de l'oubli. Donc la courbe de l'oubli, ça a été défini, plutôt mesuré à la fin du 19e siècle par un psychologue allemand qui a appris et fait apprendre des suites de mots qui n'existaient pas et ensuite à mesurer à différents intervalles combien de mots tu retenais dans des listes en fait. Tu vois, tu apprends une liste de 10 mots, au bout d'une heure, tu t'en rappelles de combien, au bout d'une journée, tu t'en rappelles de combien, au bout d'une semaine, au bout d'un mois, au bout d'un an, etc. Et il s'est rendu compte qu'on oublie 80% de ce qu'on apprend, en gros dans les 48 premières heures. Mais il a trouvé, enfin pas lui mais d'autres personnes ont trouvé après une manière de faire en sorte que la courbe de l'oubli soit beaucoup moins prononcée parce que ça fait boum comme ça, tu vois. Et après c'est plus doux, tu vois. Mais quand même, on finit par oublier ce qu'on n'utilise pas. Et donc en fait, d'autres personnes se sont rendues compte qu'il y a une manière de hacker le truc, c'est de faire des rappels. Donc ça aussi, c'est une deuxième manière qui est liée à la répétition espacée d'apprendre plus efficacement. C'est qu'en fait, tu as des études qui ont été faites sur le sujet. Donc tu vois, on donne un texte à deux groupes. Enfin, le même texte. C'est un texte sur, je sais rien moi, les otaries, tu vois. Non, mais plusieurs groupes. Donc tu as le premier groupe, ils vont juste le lire une fois, le mettre de côté, attendre 5 minutes, et puis après, ils vont devoir répondre à un questionnaire. Ensuite, le deuxième groupe, on leur donne 5 ou 10 minutes, tu vois, pour apprendre le texte normalement. Ensuite, le troisième groupe, on va leur permettre de lire le texte pendant plusieurs minutes. On le met de côté, ils vont noter tout ce qui se rappelle du texte, ils vont le relire à nouveau, et après on leur fait faire le questionnaire. C'est le troisième groupe qui a le meilleur score. Parce que, en fait, et déjà Blaise Pascal l'avait compris et l'avait écrit dans son bouquin, c'est plus efficace, ou c'est Francis Bacon, je ne sais plus, enfin un des deux, qui avait dit, voilà, entre essayer d'apprendre par cœur un texte, tu vois, t'apprends, tu te dis, ok, voilà, et tu le relis plusieurs fois, et juste de le lire, de le mettre de côté, de noter tout ce que tu te rappelles, de laisser reposer, de relire, de renoter tout ce que tu te rappelles, ça va être plus efficace la deuxième méthode. Donc c'est ce qu'on appelle la méthode des rappels parce que tu forces ton cerveau à se rappeler de ce que tu as appris et ensuite tu compares et tu vois ce que tu as oublié et tu te focalises là-dessus. La répétition espacée permet de faire ça. Tu t'es obligé de te rappeler de ce que tu as appris. Du coup, le deuxième effet qui se coule de ça, le logiciel va calculer le moment idéal au moment où il va essayer de te montrer la carte au moment où tu es en train de l'oublier. Ce qui est exactement le moment le plus efficace pour que ta courbe de l'oubli, elle était en train de faire ça, et hop, elle remonte, tu vois. Et hop, et après, en fait, plus tu fais ça régulièrement, et plus en fait ta courbe de l'oubli, elle va avoir tendance à être beaucoup moins à pic et à être comme ça, puis après, c'est stocké dans ta mémoire à long terme. Et ça, utiliser ça, ça fait une différence énorme. Là, ça fait 4 ans que j'utilise Mosalingua pour apprendre du portugais quasiment tous les jours. J'ai appris 4200 cartes en 4 ans. Comme il y a souvent, plus qu'un mot, c'est probablement, j'ai appris entre 5 et 6 000 mots, peut-être plus, tu vois, avec ça. Et ça m'a permis d'atteindre un niveau sympa. Là, pour la première fois, il y a moins de 2 mois, j'ai fait une présentation d'1 heure en portugais devant 500 personnes. Donc, je ne suis pas encore bilingue, hein, mais tu vois, dans le système de référence européen, je dois être entre B1 et B2. C'est pas mal parce que j'ai fait du portugais pendant 10 minutes par jour. Je n'ai jamais vécu dans un pays lusophone. Je pratique de manière sporadique quand je vais dans un pays lusophone, donc Portugal ou Brésil, donc de temps en temps. Alors, j'ai une copine brésilienne pendant 2 ans après que j'ai démarré le truc, je pouvais pratiquer avec elle, mais on ne se voyait pas tout le temps parce que j'en voyageais tout le temps. Donc bref, c'est un bon résultat, tu vois. Quand je compare aux 4 ans d'anglais, les 4 premières années d'anglais que j'avais fait à l'école, j'étais incapable de faire une présentation d'1 heure en anglais, c'était impossible. Donc, tu as déjà ces deux choses-là, répétition espacée, rappel. Tu parles dans ton livre d'une méthode que j'ai découverte avec ton livre, c'est la méthode des lieux, qui n'est plus utilisée, mais qui est quelque chose de très très ancien, n'est-ce pas? Oui, encore un exemple, on ne sait pas, qui n'a aucune logique parce que ça a été découvert peut-être même avant, mais en tout cas, la première trace écrite qu'on a de cette méthode, ça date de la Grèce antique, hein, donc grosso modo de moins 500, hein, ça veut dire qu'il y a 2500 ans, et c'était quand même quelque chose de très connu pendant à peu près 2000 ans. Parce que voilà, les gens, ils n'avaient pas trop. Les systèmes pour écrire, c'était pas aussi répandu qu'aujourd'hui. Le papier, ça a été introduit à partir du 11e, 12e siècle en Europe. Avant, les gens écrivaient sur des tablettes de cire ou sur du papyrus qui coûtait très cher. Donc, tu pouvais pas facilement prendre des notes comme ça, tu vois. Et puis, sans compter tous les gens qui savaient pas lire et écrire. Donc, ils avaient comme ça un système pour apprendre efficacement. Puis, à partir du 16e siècle, c'est tombé dans des études pour différentes raisons. Bon, à quoi ça consiste ? En fait, ça permet de hacker une caractéristique de notre cerveau qui est directement liée à notre évolution. C'est que pendant des centaines de millions d'années, en fait, c'était vital pour notre survie d'avoir une mémoire spatiale de notre environnement qui soit extrêmement bonne.
quand tu es un mammifère, un singe ou un autre mammifère et que tu te balades partout, bah, tu dois être capable de te rappeler où est ton arbre, où tu as ta famille et ta conjointe. Où est-ce que tu as mis ta réserve de graines pour l'hiver, tu vois, tout ce genre de trucs. Si tu n'arrives pas à te rappeler, bah, tu meurs, grosso modo. Donc, on a vraiment, l'évolution nous a vraiment façonné pour qu'on ait une mémoire géographique et spatiale extrêmement forte. Et ça, on peut l'utiliser pour d'autres choses. Donc, en quoi ça consiste la méthode des lieux? Vous allez avoir ce qu'on appelle un palais de la mémoire. Alors, typiquement, ça va être votre appartement ou la maison de vos parents si vous vivez dans une chambre d'étudiant de 9 mètres carrés. Et vous allez utiliser, en fait, vous pouvez apprendre une liste de mots extrêmement facilement. Si je vous donne une liste de mots au pif, par exemple, je sais rien moi, banane, guitare, imprimante, livre, tasse, quoi d'autre, guitare. Si je vous demande de la prendre comme ça, là, en 2 minutes, et de me la sortir dans le désordre après, ça va être compliqué pour vous. Et si je vous la redemande dans 1 heure, vous allez probablement vous rappeler peut-être de 1 ou 2 trucs, mais pas plus. Donc, l'idée, c'est en fait de placer chaque objet dans des endroits spécifiques de chez vous. Donc, je sais pas, vous allez mettre par exemple, et dans des endroits où vous mettriez pas en général ces objets-là, c'est important. Donc, typiquement, vous allez mettre la guitare sur la machine à laver, par exemple, l'imprimante sur la télé, enfin, bon, je dis n'importe quoi. Et en fait, ce qui va être génial, c'est que ensuite, vous avez juste à vous remémorer votre appartement et les objets vont être là, en fait. Ils vont être dans votre mémoire. Et ça, c'est génial parce que déjà, vous n'allez pas oublier les objets. Vous pouvez les dire dans le désordre, y compris en commençant par la fin, parce qu'il suffit de vous mettre à un autre endroit. Et alors, souvent, on me dit ça, on me dit « Ouais, génial, du coup, je vais pouvoir me rappeler ma liste de courses, mais bon, je peux la noter sur mon smartphone, c'est quoi l'intérêt ?» En fait, le truc, c'est que vous pouvez l'utiliser déjà pour apprendre des mots dans une langue. Il y a une très bonne présentation de TED de quelqu'un qui a appris genre 16 langues, et je ne me rappelle plus de son prénom, et qui utilise Times Square, donc une grande place à New York, pour apprendre, pour stocker des mots en fait et des concepts. Et vous pouvez l'utiliser pour stocker des symboles de quelque chose. Si par exemple vous voulez faire une conférence ou un discours, ou vous voulez vous rappeler d'un article important pour vous, vous allez vous rappeler des bullet points en fait. Vous n'avez pas besoin d'apprendre tous les trucs par cœur. Tu parles également de l'importance de l'imaginaire par exemple, ou du fait de raconter des histoires pour aider à mémoriser. Oui, les histoires c'est pareil, vous pouvez faire un jeu facilement. Vous écrivez une liste de 10 mots, vous êtes avec 2-3 amis, et voilà, vous vous donnez 2 minutes pour lire la liste et la retenir par cœur. Hop, vous la retournez, vous attendez 5 minutes, et après, vous lancez un chronomètre, et hop, chacun note le maximum de mots dont il se rappelle. Vous allez vous rappeler de tout, alors qu'eux vont se rappeler peut-être de 40% si vous faites une histoire entre les trucs. Et ça n'a même pas besoin d'être cohérent en fait. Donc typiquement, si je repars sur mes exemples, donc je sais pas si tu dis pomme, guitare, baleine, palmier, tu vois. Donc tu vas essayer de créer une histoire et ça n'a pas besoin d'être cohérent. Tu vas dire voilà, donc pomme, guitare, baleine, palmier. La pomme sur la guitare avait été mangée par la baleine sous le palmier, tu vois. Bon, cette histoire ne veut rien dire, mais tout de suite c'est extrêmement visuel. Ça te parle, tu vas te rappeler qu'il y a une baleine sous le palmier qui a bouffé une pomme qui était sur la guitare. Et du coup, bam, tu vas te rappeler des mots en fait. Et tu peux faire ça avec pas mal de mots. Donc faites le test, franchement. Faites le test, faites ce jeu, c'est drôle et vous allez gagner à tous les coups en fait. Et vos amis vont vous demander comment tu fais pour avoir autant de mémoire, c'est dingue. C'est dingue. Donc à vous après de partager votre secret ou pas, ou de vous la jouer magicien, mais ça c'est à vous de voir. Et dernier point, à l'école, c'est vrai que souvent on ne dit pas pourquoi on fait les choses, pourquoi on apprend les choses. Est-ce que voilà, tu peux nous en dire plus? Quelle est l'importance de la motivation dans les apprentissages? C'est un gros échec du système scolaire aussi. Tous les cours devraient démarrer par voilà pourquoi c'est important de l'apprendre et à quoi ça va vous servir. C'est clair et net. Hein. Je veux dire, c'est tellement un énorme handicap. Il y a tellement d'élèves qui ne sont pas intéressés par des cours parce qu'ils ne savent pas à quoi ça va leur servir. Donc juste de leur expliquer, et bien sûr il n'y aura pas 100% d'adhésion au message, mais c'est important de l'expliquer pourquoi, plutôt que de vous êtes obligés donc fermez vos gueules. C'est quand même une meilleure pédagogie, ça va pouvoir permettre de motiver davantage les gens et tout ça. Tu vois, c'est comme les langues. Il y a tellement de gens qui essaient d'apprendre une langue seule, mais finalement ils abandonnent parce qu'ils n'ont pas de vraie motivation pour ça, ils n'ont pas vraiment l'envie. Donc voilà. Merci beaucoup Olivier de ton attention. Merci à toi. Ah oui, et puis quand même, peut-être que tous ceux qui sont intéressés par Tout le monde n'a pas la chance de rater ses études, c'est dans toutes les bonnes librairies de France, de Navarre, de Belgique, de Suisse, du Luxembourg, du Québec. Merci beaucoup Olivier pour cette interview.
J'espère que vous avez appris autant de choses que moi, parce que j'ai appris beaucoup de choses aujourd'hui qui ont complété ma lecture du livre d'Olivier. Tout le monde n'a pas eu la chance de rater ses études. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner. Et je vous dis à bientôt. Au revoir.